Jean-Claude Mailly est notre invité ce matin. Bonjour, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Jean-Claude Mailly, ce soir réunion à l'initiative de la CGT, au siège de la CGT, à Montreuil, pour réfléchir à une nouvelle journée de mobilisation contre les ordonnances, la loi travail. Est-ce que vous irez à cette réunion ? Force ouvrière sera présent, mais tous les syndicats seront Tous présents. les syndicats. Oui, après le thème, on verra, on en discutera. On en discutera. Bah oui, non, attendez. Le thème pour vous, c'est pas la mobilisation. Si. Moi, j'ai un mandat pour une journée de mobilisation avant la ratification, mais il y a pas que il y a la question des ordonnances, parce qu'il y a certains points qu'on n'accepte pas dans les ordonnances, même si le Parlement de FO a validé tout ce que nous avons fait cet été. Mais j'ai pas un mandat pour le retrait global des ordonnances, par exemple. Vous ne demandez pas le retrait global des ordonnances. Non, j'ai pas ce mandat. J'ai le retrait des dispositions qu'on conteste, oui, mais pas le reste. Donc, on verra la discussion ce soir. Puis il y a les autres dossiers à venir. Vous ne demandez pas le retrait global des ordonnances, non, mais vous avez le mandat, c'est-à-dire que les adhérents de Force ouvrière vous ont demandé d'organiser une mobilisation dans la rue. Une mobilisation avec la question des ordonnances sur les points qu'on conteste, et puis il y a aussi les autres points, puisque vous savez qu'il y a la formation professionnelle, l'assurance chômage, le problème de la fonction publique, il y a pas mal de dossiers. On en parlera. Donc on verra ce soir. Mobilisation quand ? Je sais pas, écoutez... On parle du 19 ou 20 octobre. Oui, enfin ça, c'est la CGT qui parle de ça. Oui. Attendez, moi je réponds pas aux convocations, d'une manière ou d'une autre. Donc on verra bien ça. Vous défilerez avec la CGT ? Mais on verra ce soir. Vous êtes prêt à défiler avec la CGT ? Mais moi je suis prêt à défiler avec tout le monde. Ça, c'est pas un problème. Oui, à condition qu'on soit d'accord. Prêt à défiler avec à condition tout le monde. qu'on soit d'accord. À condition qu'on soit d'accord sur les objectifs, c'est évident. Donc il y aura une discussion ce soir. Il y a tous les syndicats ce soir, y compris les syndicats d'étudiants et de lycéens. Donc c'est un round assez important de toutes les organisations syndicales, de salariés, d'étudiants et de lycéens. On verra ce que ça donne. La grande différence quand même, c'est que la CGT demande le retrait de toutes les ordonnances. Oui, c'est ça. Pas vous. Oui, donc non. vous avez une grande différence là. S'il y aura problème, maintenant on va discuter, on verra bien. Oui. Moi je suis toujours optimiste quand il y a des discussions. Il y a peu, vous disiez pas question de descendre dans la rue. Moi je me souviens contre les ordonnances. Ici même d'ailleurs. Oui, mais Jean-Jacques Bourdin, à la fois le 12 septembre à la 21 septembre, le bureau confédéral estimait qu'il n'était pas souhaitable à ces dates-là de manifester. On a eu nos réunions internes. Les réunions internes ont validé ce que nous avons fait pendant tout l'été, ce qu'on a obtenu, ce qu'on a évité, etc. En même temps, c'est vrai qu'il y a, comme dit l'autre, il y a des éléments dans ces ordonnances qu'on conteste. Regardez, par exemple, sur les institutions représentatives du personnel, on ne sait toujours pas, il y a les problèmes des prud'hommes, etc. Mais il y a d'autres éléments. Et ils ont dit au mandat au bureau confédéral, sur ces points qu'on conteste et sur le reste, les craintes pour nous résumer, il y aura une journée de mobilisation de Force ouvrière contre les ordonnances. Puis on verra ce soir. Avec d'autres, vraisemblablement, peut-être unitaires, nous verrons. Ce serait pas mal l'unité d'action quand même. Vous êtes favorable ou à une journée d'action ? Regardez, chez les fonctionnaires, il y a tous les syndicats. Je vais y venir. Si on peut se retrouver, les confédérations et les autres organisations sur une journée, oui, pourquoi pas. Mais une journée, mais pas plus. Vous savez, moi, puisque vous ne demandez pas le retrait, c'est pas plus. Hein. Non, j'ai pas de mandat pour une grève non plus. Qu'avez-vous obtenu en descendant dans la rue contre la loi El Khomri ? Pas grand-chose, finalement. Deux bricoles. De bricoles. Je le dis clairement, deux bricoles. Oui, tout à fait. Mais donc ça sert à quoi de descendre dans la rue ? Il y a des militants, des responsables de l'organisation qui disent qu'on a plus obtenu en 3 mois de concertation qu'en 13 ou 14 manifestations. C'est vrai qu'on a obtenu des choses, mais il reste des choses lourdes. Vous savez, je prends un exemple, les plans de départ volontaires qui s'appelleront... Est-ce que les entreprises vont se ruer là-dessus ? Est-ce qu'elles vont essayer d'en profiter pour faire partir des seniors ? Auquel cas, ce serait l'assurance chômage qui prendrait en charge. Voilà, c'est des points sur lesquels il faut être très attentif. Et plutôt que de faire une évaluation de la loi d'ici 2 ans, comme c'est prévu, il y a certaines choses qu'on peut évaluer très vite, d'ici quelques mois, et voir s'il y a des dérapages, rectifier tout de suite. Bien, dès jeudi, parce que le calendrier s'accélère, Emmanuel Macron recevra les partenaires sociaux pour discuter des prochaines réformes. Vous y faisiez allusion, à l'assurance chômage, formation professionnelle, apprentissage, essentiel d'ailleurs, avec un projet de loi au printemps, je crois. Déjà au printemps. Donc commenter, c'est la même méthode que pour les ordonnances loi travail. Oui, mais je ne suis pas surpris. Il l'a dit dès le départ. Il a dit il essaierait de faire, sauf les retraites l'année prochaine, il essaierait de faire ces réformes-là sous 1 an. Donc on va ouvrir les concertations à partir de jeudi. Moi, je lui parlerai aussi de 2-3 autres dossiers. Les fonctionnaires, je lui parlerai de l'Europe également. Puis après, on discutera formation professionnelle, apprentissage. On rentrera pas dans le détail jeudi, mais c'est un peu le calendrier. Alors, les fonctionnaires, demain,
Vous avez tous rendez-vous dans la rue. Vous serez dans la rue à Lyon, je crois. À Lyon, oui. À Lyon. Manifestation avec, donc je l'ai dit, tous les syndicats de fonctionnaires. Ça ne s'est pas vu depuis 10 ans. Oui. Depuis 10 ans. Que se passe-t-il dans la fonction publique? Pourquoi manifester alors que les fonctionnaires ne sont pas directement concernés par la loi travail? C'est pas là-dessus. C'est pas là-dessus. Non, on est bien non, d'accord. non. Vous, ce n'est pas là-dessus. Pas tout le monde. Tous les syndicats ne sont pas sur la même ligne que vous. Hein. Le communiqué Oui. qu'ils ont fait ensemble, ça parle de quoi? Ça parle du pouvoir d'achat. Je rappelle qu'il y a un gel depuis de nombreuses années. Il y a un tout petit dégel l'année dernière, 2 fois 0,6. Bon, il y a un gel annoncé, le gel des salaires. Oui, l'année dernière, oui. Ça fait tout un peu à fait. plus que l'inflation. Oui, mais ça faisait des années qu'ils n'avaient rien eu. Et là, l'année prochaine, le gouvernement a annoncé pour 2018 un autre gel. Alors même si le gouvernement dit il y a une augmentation globale du pouvoir d'achat, vous savez, on sait toujours, c'est la différence entre la moyenne et le niveau. Si vous prenez la masse que vous divisez, c'est la vision employeur, vous pouvez dire oui, globalement, il y a une augmentation. Mais après, celui qui n'a pas d'ancienneté, qui n'a rien, il y a une perte de pouvoir d'achat. Demander une compensation. Alors, il y a ça, il y a à la fois le jour de carence. Écoutez, moi, quand j'avais rencontré le ministre, M. Darmanin, cet été, il m'avait dit qu'il était prêt à faire dans le public ce qui existe dans le privé, à savoir négocier entre l'employeur et les syndicats une forme de prise en charge du jour de carence. Mais depuis, j'en entends plus parler. Et après, il y a la compensation de la CSG. Or là, c'est, comme on dit... Bien, le Premier ministre vient de vous répondre sur la CSG il y a quelques instants. Il était sur Europe 1. L'augmentation de la CSG sera totalement neutralisée, d'abord en diminuant les cotisations, puis par un versement de primes. Les fonctionnaires ne sont donc pas du tout déconsidérés. Oui, non, mais il n'y a rien de nouveau, là. Pardonnez-moi, mais il n'y a rien de nouveau. Il y a 1,7 point d'augmentation de la CSG. Comme les fonctionnaires n'ont pas de cotisation assurance chômage, on ne peut pas baisser leur cotisation. Bon. Oui. Donc, ils baissent la cotisation dite de 1%. C'est une cotisation qui existe depuis longtemps, qui théoriquement doit aller à l'assurance chômage. C'est une forme de solidarité. Bon, alors, ça, ils la 1%. suppriment. D'accord. Après, il reste 0,7. Il rend 0,7. Donc, on va mettre une prime de 0,7. Mais c'est du one-shot, c'est une fois. Ça veut dire que si... je sais pas moi, 3 mois après, vous avez une progression due à l'ancienneté ou une promotion, vous avez 0,3 d'augmentation, vous n'aurez plus que 0,4. Et ceux qui vont entrer n'auront rien. Donc c'est une fois, c'est pas une garantie permanente. Il n'y a rien de nouveau dans ce que dit le Premier ministre. Non, par rapport à la semaine dernière, il n'y a rien de nouveau. Mais pourtant, les fonctionnaires, dites-moi, je regardais les chiffres, vous les avez vus de la Cour des comptes? Oui, oui, hausse du pouvoir d'achat des fonctionnaires, 2,1% en 2016, 3,7% en 2017. Et c'est le global, ça, Jean-Jacques Bourdin. Vous savez, c'est la vision des employeurs, enfin de l'employeur en tant que tel. Voilà, ma masse salariale a augmenté de temps pour X ou raison, où il y a eu des recrutements, où il y a eu des promotions. Mais celui qui n'a pas eu de promotion, etc., lui, son pouvoir d'achat, il a baissé. Hein, c'est dans le privé, on appelle ça la moyenne. Alors la masse et le niveau, c'est 2 visions différentes. Puis il y a un autre problème sur les fonctionnaires. Moi, un problème que je dénonce au nom de FO depuis longtemps, j'en avais parlé à 3 présidents successifs, Sarkozy, Hollande, là j'en ai reparlé, j'en reparlerai jeudi au président de la République, c'est un malaise profond. Ils ne savent plus quel est le sens de leur travail, le sens du service public. Écoutez, la semaine dernière, je dis en débat avec 70 directeurs d'hôpitaux, de petits hôpitaux jusqu'en des CHU. Tous me disent, on travaille avec ce qu'ils appellent des injonctions paradoxales. On nous demande de faire... Des injonctions paradoxales. C'est des trucs de psy, ça. Bon. Oui. Ça veut dire, on nous demande de faire quelque chose et on nous donne pas les moyens de le faire. Comment on fait à partir de là? On dit il faut assurer la sécurité dans les hôpitaux, mais on n'a pas les moyens pour le faire. Et quand on nous serre nos budgets, on est obligé de diminuer le personnel. Et dire, il y a des choses qui deviennent impossibles à gérer. Donc il y a un vrai malaise dans la fonction publique et je réclamerai à nouveau à M. Macron un vrai débat. Quel est le rôle et les missions du service public? À chaque fois, ils nous disent oui, mais ils ne le font jamais. Comme s'ils avaient peur de ce débat quand ils sont au pouvoir. Je regarde encore le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Encore une fois, c'est la Cour des comptes qui me donne ces chiffres. Dans le privé, salaire moyen 2100 €. Dans la territoriale, fonctionnaire 1800 €. Oui. À l'hôpital, 2200 €. Fonction publique d'État, 2400 €. Vous savez pourquoi fonction publique d'État? Parce que le nombre de fonctionnaires le plus important, ce sont les enseignants. Oui. Donc si vous avez plus d'un million d'enseignants, quand vous faites la moyenne, ça fait monter la moyenne. Voilà, c'est aussi simple que ça. On peut pas. Je dis pas que la moyenne c'est un élément inintéressant, mais on ne peut pas raisonner uniquement en moyenne. Il faut regarder les choses après cas par cas. Combien de fonctionnaires en France? 5 millions, un peu plus de 5 000 millions total, les 3 fonctions publiques. 400 000, les 3 fonctions 500 publiques. 000 dans les 3 fonctions publiques. Oui. En Allemagne, 800 000 de moins pour 20 millions d'habitants de plus. Oui, mais ça dépend comment on est organisé.
Ça Alors, dépend. ça veut dire qu'on est mal organisé. Non, ça ne veut pas dire qu'on est mal organisé. Mais, enfin, vous avez des pays, par exemple, pour une partie de la santé ou autre, ça dépend des assurances privées. Vous payez quand même. Parce que vous payez une assurance privée. Si en France, vous payez une structure publique, ça rentre dans les prélèvements obligatoires, ce sont des fonctionnaires, c'est pas des agents d'assurance. Voilà. Mais ça existe, ça dépend du périmètre. Moi, je dis toujours sur ces questions-là, attention à ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Oui. Là, on mélange les torchons et les serviettes avec les Allemands. Les Allemands c'est incomparable pour vous. Non, il y a des. Oui, parce que les structures sont pas les mêmes. Les structures et l'organisation ne sont pas les mêmes. Comment fonctionne l'Allemagne avec des fonctionnaires en moins? Tout simplement parce que c'est le privé qui a pris la place de la fonction publique. Y compris dans certains endroits, oui, c'est le privé qui a pris la place de la fonction publique. Il y a une tradition assez forte historiquement de services publics dans notre pays, même s'il y a eu des remises en cause. Et là, il y a des inquiétudes. Est-ce qu'il va y avoir d'autres missions qui vont être transférées au privé, du type crèche ou etc. Mais c'est une question de structure de société. On a un service public important, ce qui est le bien commun de ceux qui n'ont rien, comme je le dis souvent. Donc, c'est comme quand on compare les taux de prélèvement obligatoires. Ça ne veut rien dire. Si vous prenez un pays comme les États-Unis, vous payez beaucoup plus cher la santé. C'est pas comptabilisé dans les prélèvements obligatoires parce que c'est privé. Mais en même temps, quand c'est des chiffres publics, c'est comptabilisé. Je veux d'abord que les plus riches cessent de partir, dit le Premier ministre Édouard Philippe. Lorsqu'on évoque devant lui la suppression de l'ISF. Vous êtes d'accord avec lui? C'est important de faire en sorte que les plus riches ne partent pas. Oui, enfin, ça passe aussi, selon moi, par de véritables discussions au niveau européen pour éviter le dumping fiscal. J'ai discuté l'autre fois avec des amis européens. Vous avez des systèmes de dumping fiscal sur les plus-values, par exemple, en Belgique. Vous avez aux Pays-Bas les droits d'auteur qui sont pas fiscalisés. Voilà, il y a nécessité d'une harmonisation fiscale. Après, les chiffres, moi, je sais jamais. On voit tout et son contraire. On nous dit il y en a beaucoup qui sont partis. Vous pensez qu'avec une harmonisation fiscale européenne, moins de riches quitteraient la France? Pour l'Europe, oui. Bien sûr. Oui, pour l'Europe. Pour l'Europe. Après, l'étranger, c'est autre chose. Mais il y en a qui viennent aussi. Hein, donc, moi, je pense en tous les cas que on n'a toujours pas fait une grande réforme fiscale dans notre pays, avec un impôt sur le revenu plus important, qui touche tout le monde. Tout le monde, qui touche tout le monde, avec pas de possibilité. Même si le taux, in fine, il est plus bas, si ça touche tout le monde et sans possibilité d'échapper, ce serait beaucoup mieux et ce serait beaucoup plus juste. Et la suppression des allocations familiales pour les ménages les plus riches? Non, vous y êtes favorable ou pas? Non, pas du tout. Non, je suis pas du tout favorable à ça parce que ça signifie que si c'est la question d'universalité de la prestation. Imaginez que demain des gens disent attendez, nous on paye d'une manière ou d'une autre et on n'a plus le droit à rien. Donc on veut plus de la sécurité sociale. Et demain certains auront l'idée, c'est déjà germé, de faire ça pour la santé. Alors vous au-dessus de tel niveau, je sais pas moi, sur les 2000 premiers euros, vous ne seriez plus remboursé. Ce que je crains, c'est que demain ça remette en cause la notion même de solidarité et d'obligation et que ça remette en cause la sécurité sociale. Alors si on veut pas mettre se faire broyer le bras, faut pas mettre le doigt dans l'engrenage. Vous avez été contesté ces derniers temps, Jean-Claude Mailly, non? Au sein de votre centrale syndicale. Ça a discuté. Sincèrement, non mais honnêtement, vous avez même été mis en minorité, pardon, mais ça dépend comment on voit les choses. Il y a deux choses. J'ai dit, moi je dis clairement les choses, j'ai dit au Parlement de FO, si vous demandez le retrait global des ordonnances, ça veut dire que vous invalidez tout le travail qui a été fait par le bureau confédéral. Donc là, vous seriez parti? Ah ça aurait posé un problème, c'est clair. Franchement, c'est possible. C'est possible, c'est une question d'honnêteté. C'est une question d'honnêteté. La présidence. C'est une question d'honnêteté. Même si je m'en vais dans 7 mois, mais c'est une question d'honnêteté. On peut pas défendre ce à quoi on ne croit pas. Bon, mais c'est pas le cas. Si le Parlement avait demandé le retrait global des ordonnances, vous seriez parti. Ça veut dire qu'il contestait tout le travail que nous avions fait. Donc, faut être cohérent à un moment donné. Oui, un mandat, c'est un mandat. Bon. On est d'accord. Après, qu'une perspective de mobilisation, compte tenu de ce qui va arriver, vraisemblablement qu'elle est utile. Nous disions, bureau confédéral, bon, laissez-nous un calendrier souple. Bon, c'est là qu'ils ont voulu un calendrier plus rapproché. Voilà. Mais c'est pas une mise en minorité, c'est pas ce qu'on souhaitait, mais c'était pas un problème. Donc il n'a jamais été question pour vous de partir dans cette situation-là. Non. Pourtant, vous ne semblez pas très déterminé à défendre une contestation pure et dure dans la rue, Jean-Claude Mailly. Attendez, ça s'improvise pas, ce genre de choses. On va voir demain les fonctionnaires, j'ai serai avec eux, etc., et on les soutient. On va voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. On n'est pas dans le même contexte que l'année dernière. Avec un président l'année dernière qui était en fin de course, qui avait rien annoncé, qui n'avait pas de majorité. Là, il vient d'arriver. Il y aura concertation. Vous lui faites encore confiance?
Mais c'est pas une question de Sincèrement. conflit. Bah si. C'est une question. Pourtant. C'est pas une question de. Oui, enfin, c'est. Si. On arrive à se parler Vous êtes un cash. C'est oui, non. Vous êtes C'est un oui, non. partenaire essentiel. J'aime autant quelqu'un en face de moi Oui. qui me dise oui ou qui me dise non. J'aime autant qu'ils disent oui, c'est quand même mieux. Oui. Mais avec qui on puisse se parler cash, ce qui est le cas pour le moment. Donc j'espère que ça continuera sur Est-ce cette qu'il méthode-là. y a un risque de radicalisation dans la rue, de radicalisation politique? Vous y croyez ou pas? Je pense qu'il y a en tous les cas beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, il y a un sentiment de colère sourde, ça on le remarque de manière régulière, que ce soit dans le privé ou dans le public. Maintenant, vous savez, les grands mouvements sociaux, ils naissent quand on s'y attend pas, souvent. Parce qu'il y a une annonce qui est faite et qui provoque tout le monde. Donc, moi, la météo sociale, je ne m'y risquerai pas. Est-ce que la rue porte les aspirations du peuple? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit. Pas toujours, ça peut. La rue, pouvoir manifester, pouvoir faire grève, pouvoir manifester, c'est un droit démocratique fondamental. Hein, mais c'est pas la rue n'est pas obligatoirement. C'est pas parce qu'on est dans la rue qu'on est forcément dans les aspirations du peuple. Pas obligatoirement. Vous ne défilerez jamais avec lui? Ah, jamais avec un politique, non. Jamais. Non. Quel jamais. que soit le politique. Ah oui, quel que soit le politique. Non, parce que j'ai entendu les appels de Jean-Luc Mélenchon à une immense manifestation, une déferlante sur les Champs-Élysées. Oui, j'ai entendu avec ça. tous les syndicats, les étudiants, tout ce Et je me souviens de ses derniers mots dans son discours aussi. Après la rue ou après les manifestations, vient les élections. Donc c'est bien politique. Donc c'est sa responsabilité, c'est pas celle des syndicats. C'est pas celle des syndicats. Pas du tout. Bien. Prochaine réforme, l'une des prochaines réformes, c'est la réforme de l'apprentissage. Oui. Très importante. Parce qu'on a du retard en France par rapport à d'autres pays d'Europe. Et j'ai vu que les petites et moyennes entreprises demandent un assouplissement de l'apprentissage. Vous êtes d'accord? Il faut un assouplissement. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un véritable statut de l'apprenti. Ce qu'on demande depuis longtemps. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a aussi aujourd'hui beaucoup de jeunes apprentissage qui ne trouvent pas d'entreprise pour les accueillir. Oui, mais pourquoi? Parce que les entreprises sont obligées de s'engager sur le moyen et long terme. Oui, mais en même temps, il y a deux choses. L'entreprise ne peut plus se séparer d'un apprenti. Mais si, j'y arrive. Pas facilement, vous le savez mais, bien. Mais ils y arrivent. Mais il y a beaucoup d'apprentis qui ne trouvent pas d'entreprise également. Donc il y a un travail à faire, y compris avec les employeurs. Ça, on est d'accord pour le faire. Il faut aussi préserver tout ce qui est enseignement professionnel. Il ne faut pas sacrifier l'enseignement professionnel. Donc qu'il y ait plus d'apprentissage, ça, on est tous d'accord pour. Enfin, je pense. En tous les cas, nous, FO, on est d'accord pour regarder les choses. Puis on va discuter de ça. Parce qu'il y aura le problème de la taxe d'apprentissage avec les régions, mais ça, c'est le problème du gouvernement. Oui. Et puis il y aura après l'aspect qui est lié, qui est l'aspect formation professionnelle. Donc je pense que c'est un package entre apprentissage et formation professionnelle. Plus d'autonomie aux régions peut-être sur ces questions-là. L'autonomie aux régions, ça peut être aussi simple que ça, parce que regardez, il y a un organisme qui est toujours en danger, qui s'appelle l'AFPA, qui est un organisme qui est un très bon organisme. Le fait que l'État l'ait transféré aux régions, on a des situations parfois ubuesques dans certaines régions où l'AFPA est mis en concurrence alors que elle a les semelles plombées par son immobilier. Et certains vont même jusqu'à demander l'apprentissage à 14 ans. Non. Non, ça c'est de la folie. Non, c'est pas de la folie, mais non, on reste sur 16 ans. On reste sur 16 ans, obligation scolaire. Ouais, tout à fait. Donc pour faciliter les choses, pour pousser des jeunes à aller en apprentissage et des entreprises à les accueillir, il faut absolument assouplir les choses. On regardera, écoutez, moi, s'il y a un vrai statut de l'apprenti, ce qui veut dire avec ça veut dire quoi un statut de l'apprenti? Ça veut dire une question de rémunération. Oui. Il y a une question de garantie de droits qu'ils peuvent avoir quand ils sont en apprentissage. On réclame ça depuis longtemps. Après, on va discuter, comme toujours. On est ouvert à la discussion et on verra à la fin. Merci Jean-Claude Merci à vous d'être venu nous voir sur RMC et BFM TV. Il est 8h55.